Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par la Chambre de commerce britannique au Maroc, consacré au projet partenariat et le rôle en tant que levier de croissance au Maroc, et pour explorer les opportunités, les défis et les succès des PPP dans le contexte marocain. En effet, les partenariats publics-privés sont devenus une solution pour le développement des projets infrastructures requérant d'importantes compétences techniques, managériales pour plus d'efficience. Cette mutualisation efficace des ressources ne peut entendu réussir dans une part de risque pour une relation gagnant-gagnant. Les efforts déployés par le Maroc vont dans cette optique pour une relance économique réussie. Le webinaire sert l'occasion d'avoir une vision globale sur différents PPP, notamment le cadre réglementaire, l'expérience des PPP dans certains secteurs et régions du Maroc, ainsi que les expériences réussies. Nous examinerons également l'aspect financier et la meilleure pratique à mettre en place pour garantir leur succès. Et pour finir, nous nous pencherons sur le secteur énergétique, spécifiquement en vue du potentiel marocain de demeurer plus compétitif et son positionnement à l'avant-garde de la transition énergétique mondiale. Nous avons aujourd'hui avec nous un panel d'intervenants que je remercie d'avoir répondu présent à notre invitation, et j'ai le plaisir d'accueillir M. Moufid Adraoui, directeur développement durable des territoires, incubation et partenariat stratégique chez Masson, acteur central dédié à la valorisation des ressources renouvelables, chargé de piloter l'énergie renouvelable au Maroc. Il nous éclairera sur l'état actuel du secteur énergétique au Maroc, perspective d'avenir des PPP en matière d'énergie. Je remercie également Abdelnasser Reshtani, directeur chargé de la direction suivie de portefeuille chez Crédit Agricole, avec qui nous aurons l'occasion de comprendre la structure financière des PPP ainsi que les secteurs clés avec les opportunités des investissements. Et mes remerciements également à M. Mohamed Benatia Andalusi, chef de service et évaluation au ministre de l'Économie et des Finances, qui nous expliquera le rôle de la direction des entreprises publiques et de la privatisation et gestion des PPP, les défis, secteurs clés ainsi que les perspectives d'avenir. Avant de donner à notre modérateur de cet événement, M. André Benoît, j'aimerais remercier le monde au parc OCP, Spirit Systems, Aqua Group, BIA, Crédit Agricole du Maroc, Labro et ANP. N'hésitez pas à poser des questions, à partager vos réflexions et à intégrer avec nos intervenants. Je souhaite à tous et à tous Merci Steven Orr, président de la Bridgecham. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré donc aux investissements stratégiques, partenariats public-privé, levier de croissance. C'est l'intitulé de ce webinaire, et vous le savez, depuis 20 ans, le Maroc a fourni d'importants efforts et devenu même une référence en matière d'investissement en PPP sur le continent africain, notamment en Afrique subsaharienne. Et ça s'accélère depuis plusieurs années, depuis également le nouveau modèle de développement avec la création de l'agence stratégique pour la gestion des partenariats, des participations de l'État, qui est notamment des piliers dans l'organisation des participations de l'État et donc derrière de la stratégie en matière de partenariat public-privé. Un plaisir de discuter de ce sujet qui est capital. On obtient enfin la Coupe du Monde, et justement de partenariat public-privé, on en aura encore davantage besoin dans les prochaines années pour encore accélérer le développement des infrastructures et les défis qui incombent au Maroc, notamment en matière énergétique. Bonsoir messieurs, bonsoir Mohamed Benatia Andalusi. Le micro s'ouvre. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci à vous. Vous êtes Merci pour votre... donc, le chef du service des études et
et d'évaluation à la direction des études et de prospection du ministère de l'économie et des finances. On va vous retrouver dans un instant pour faire justement un point complet sur le rôle de la fameuse DEPP au sein du ministère et puis quels sont les secteurs prioritaires aujourd'hui qui sont justement avancés par votre direction, quels sont les secteurs d'avenir également. Vous serez donc le premier à intervenir dans cette conférence. Le Crédit Agricole du Maroc nous accompagne également ce soir avec deux personnes. D'abord la personne de M. Abdenasser Rejdani, directeur au sein de la banque du corporate au sein de Crédit Agricole Maroc. Bonsoir Abdenasser Rejdani. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. C'est un réel plaisir pour nous au Crédit Agricole d'être au niveau de ce webinaire. D'ailleurs, on vous en remercie. On est là en force avec Charles, que je vous laisse le soin de présenter. Un plaisir partagé en tout cas. Effectivement, Moustapha Cher qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue également. Bonsoir, très heureux de participer à ce webinaire. J'espère qu'il sera intéressant et qu'il va apporter des choses positives et des explications à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. En tout cas, très heureux. Vous savez quoi? Si vous êtes là, c'est qu'il va être intéressant. Vous êtes donc directeur du domaine vert et du marché agro au Crédit Agricole Maroc. Et puis, justement, on ne pouvait pas parler également des secteurs d'avenir sans la présence de Mazen, en la présence de Monsieur Moufid Adraoui. Bonsoir, bienvenue à vous. Le micro s'ouvre. Bonsoir et je remercie la Chambre britannique de nous avoir invités et d'avoir l'occasion ici un peu de vous présenter le cas Mazen et bien sûr de parler des perspectives énergétiques qui s'ouvrent au Maroc. Merci encore une fois. Il y a de quoi dire, effectivement. Merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir. Vous êtes donc directeur développement durable des territoires, incubation et partenariat stratégique chez Mazen. On va donc commencer ce webinaire et je rappelle que ce webinaire est le vote. N'hésitez pas à poser des questions dès maintenant. Bien sûr, il y aura une séance questions-réponses à la fin de vos interventions, messieurs. Et puis, n'hésitez pas à la fin de l'intervention de chacun d'entre vous à réagir. Avec vous, donc, Mohamed Benatia Andalousi, chef du service des études et évaluations au sein de la DEPP au ministère de l'économie et des finances. Alors, vous avez préparé pour nous une petite slide condensée pour nous présenter vraiment les secteurs d'activité prioritaires et les secteurs d'avenir. D'abord, j'avais peut-être une première question à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de la DEPP dans la promotion et dans la supervision du partenariat public-privé au sein aujourd'hui du gouvernement? Merci. Donc, pour le rôle de la DEPP, la direction des entreprises publiques et de la privatisation, qui est une direction du ministère des Finances, son rôle par rapport au PPP, elle a un rôle central. Donc, elle contient la structure, la division des PPP, c'est un peu l'unité centrale des PPP au niveau du Maroc, qui assure le secrétariat de la Commission nationale des PPP, le comité ministériel des PPP, en plus d'autres missions d'assistance des porteurs de projets ou de tout partenaire, que ce soit privé ou public, dans les projets de partenariat public-privé. On aura le temps d'approfondir ça au niveau de la présentation. Donc, je vais essayer d'être bref et concis et arrêtez-moi si je m'attarde sur cette présentation. Alors justement, la présentation, elle arrive et effectivement, dans cette présentation, vous avez en quelque sorte essayé de résumer, un condensé de vos actions, mais également des secteurs prioritaires qui sont identifiés, des secteurs d'avenir, c'est bien ça? Donc, je vais essayer un peu le cadre juridique et institutionnel des projets des PPP et un peu définir les PPP parce qu'il y a une confusion entre toute convention avec le partenaire privé et contrats de PPP qui sont bien sûr encadrés par le cadre juridique des PPP. Donc, si vous pouvez passer au slide suivant. Alors, le cadre juridique, justement. Pour le cadre juridique, donc, on a un cadre juridique diversifié et complémentaire. La loi sur les contrats de PPP vient en complément des autres modes de réalisation de la commande publique. Donc, la panoplie, il y a une grande panoplie d'ouverture sur le secteur privé. Donc, il y a un cas un peu extrême qui est la loi 3989 sur la privatisation. C'est un transfert définitif des actifs aux partenaires privés. Donc, il y a la loi 5405 sur la gestion déléguée qui a été
publié entre longueur en 2006, où son champ d'application il est un peu limité, il inclut uniquement les établissements publics et les collectivités territoriales. Donc l'État, les départements ministériels et les entreprises publiques qui sont hors champ d'application de ces contrats de gestion délégués. En plus, on a la loi numéro 86/12 relative au contrat de PPP, donc qui a été publiée en 2015 et qui a été amendée par la suite en 2020 avec la loi 46/18. On aura l'occasion de présenter les apports de cette loi, notamment l'élargissement de son champ d'application aux collectivités territoriales. Et donc, il y a bien sûr le décret des marchés publics et d'autres véhicules qui peuvent porter des projets PPP par la création d'une entité chargée de porter le projet. Mais cette différenciation entre PPP dans un sens large et les contrats de partenariat public-privé qui sont encadrés par la loi 86/12. Alors, ça, c'était pour le cadre juridique. On va passer au slide suivant. Pour ces cadres juridiques, donc, on a une grande expérience en matière de projet. Dans les autres cadres juridiques, bien sûr, il y a tout ce qui est, par exemple, le tramway de Rabat et de Casablanca qui a été réalisé en gestion déléguée. Il y a les projets de distribution d'eau et d'électricité, le projet Gerdan, le projet d'irrigation qui est porté par le ministère de l'Agriculture et qui est quelque part une référence pour les projets de partenariat public-privé, mais qui a été réalisé dans un autre cadre. Mais ces projets-là sont bien sûr réalisables à travers les contrats de PPP. Il y a aussi les projets, tout ce qui est projet de production d'énergie. Peut-être qu'on aura par la suite la chance d'en discuter. Donc, pour la définition des contrats de PPP, le terme PPP, il a été utilisé au début des années 1970 et je dirais 1980 par les États-Unis dans le cadre d'opérations d'urbanisme. Et par la suite, ce sont les Britanniques qui sont vraiment attaqués au PPP avec les fameux contrats PFI, Project Finance Initiative. Donc c'est à ce moment-là que les projets ont été, il y a eu un recours massif à ce genre de contrat de PPP. Et par la suite, ça a été démocratisé et plusieurs pays ont établi leurs propres lois sur les contrats de PPP. Donc, pour la définition, cette définition elle est présente dans le cadre de la loi sur les contrats de PPP. Donc, les contrats de PPP, c'est des contrats d'une durée bien sûr déterminée de 5 à 30 ans, donc une longue période, par laquelle la personne publique confie à un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission globale. Donc, on n'est pas sur une mission particulière de construction, on s'arrête, ou d'un service précis, on s'arrête. C'est une mission globale qui inclut la conception, la construction, l'exploitation, le financement, la maintenance d'un ouvrage ou une infrastructure, etc. Donc, l'intérêt de cette mission globale, c'est de pouvoir donner à un partenaire privé la conception pour pouvoir optimiser lors de la construction et optimiser le coût durant la phase d'exploitation. C'est l'intérêt principal de cette forme, en plus des avantages qu'elle permet, c'est-à-dire l'apport du financement des projets. En 2 slides, vous nous avez planté le drapeau, vous nous avez planté le décor, comme on dit. Slide suivante, donc, pour toujours établir une définition plus large du cadre juridique du partenariat public-privé. Donc, par rapport au processus des PPP, initialement, il faut passer par une évaluation préalable, puisque qui dit projet complexe sur la durée, donc s'il est mal préparé, les conséquences sont sur la durée du projet. Donc, les projets PPP doivent être bien préparés et c'est ce qui est encadré par le cadre juridique des contrats de PPP, c'est-à-dire l'article 2 de la loi qui nous oblige les porteurs de projets à faire une évaluation préalable. Qu'est-ce que c'est que cette évaluation préalable? C'est une analyse comparative entre les modes de réalisation. Donc, quand on veut réaliser un projet dans le cadre de PPP, il y a cette obligation de réaliser cette étude qui est soumise au ministre des Finances pour donner son accord. Donc, quand le rapport d'évaluation préalable il est soumis au ministre des Finances pour décision, ce dernier lui le transmet à la commission PPP qui se prononce sur ce rapport d'évaluation préalable, donne son avis au ministre des Finances et par la suite, si l'avis il est favorable, il est communiqué aux porteurs de projet.
Donc, s'il n'est pas favorable, le porteur de projet peut quand même réaliser son projet par d'autres modes de la commande publique. Mais si l'avis est favorable, la décision elle est notifiée au porteur de projet et là, il constitue un comité de pilotage pour piloter ou superviser la phase d'appel d'offres. Et bien sûr, là, il y a 3 modes de passation. L'appel d'offres ouvert avec présélection, le dialogue compétitif qui est une particularité des projets de PPP et la procédure négociée qui est standard pour les autres modes de passation. Juste un mot par rapport au dialogue compétitif. Donc, le projet, par exemple, je vous donne le projet de dessalement de Casablanca. Il a été réalisé en mode dialogue compétitif, c'est-à-dire quand le porteur de projet n'a pas une idée précise sur ce qu'il veut réaliser. Donc, en termes de consistance, s'il a des difficultés techniques, juridiques ou financières, il peut passer par le dialogue compétitif et c'est un échange avec les candidats potentiels et on affine au fur et à mesure notre vision pour retenir une solution qui sera réalisée par la suite. Et donc, pour le projet de Donc, il y a des challenges en fait. Il y a une sorte de challenging. Oui, c'est des séances de dialogue avec les partenaires où chacun pose son idée. Au fur et à mesure, on élimine les candidats qui n'adhèrent pas à ces idées ou qui ne présentent pas la meilleure offre. Et donc, quand on a une idée claire, on lance la phase la phase finale. d'appel d'offres. Et puis, les concurrents sélectionnés ou présélectionnés participent. Donc, ils déposent leur offre. Donc, le cycle de projet, avant l'amendement de la loi, donc, il y a l'obligation de passer par cette évaluation préalable, mais il n'y avait pas cette obligation d'aller vers le mode PPP. Avec l'amendement de la loi, on a pu boucler la boucle et encadrer tout le cycle de PPP. On pourra passer, si vous voulez passer au slide suivant, je approfondirai cela. Donc, la loi 86/12, quand elle a été entrée en vigueur, nous avons eu des premiers projets, mais il y avait une petite réticence par rapport aux porteurs de projets. Ils avaient l'habitude de réaliser leur projet sans passer par cette évaluation préalable qui est devenue obligatoire. Donc, il y avait une petite réticence. Il y avait le champ d'application qui était restreint, donc qui ne contenait pas les collectivités territoriales qui ont été ajoutées suite à l'amendement de la loi. Et il y a l'institution de la Commission nationale qui a un rôle stratégique. Elle donne les grandes orientations en matière de partenariat public-privé, les secteurs ciblés, etc. Elle donne ou définit un portefeuille de projets PPP. Donc, ce portefeuille devra obligatoirement faire l'objet d'évaluation préalable. Et donc, ils vont faire le test PPP pour savoir s'ils sont éligibles pour les contrats de PPP ou pas. Et il y a aussi la simplification de certaines procédures et l'harmonisation des dispositions de la loi avec les lois sectorielles. Comme vous savez, il y a certains secteurs qui ont des lois sectorielles qui leur permettent de faire des PPP et qui se croyaient hors champ d'application. Donc d'ailleurs, Mazen a une loi sectorielle il y a des lois sectorielles et des lois de création d'EP. Ces lois leur permettent de faire des PPP. Donc il y a une harmonisation entre la loi PPP et ces lois sectorielles où ils ne sont pas obligés de passer par tous les articles de la loi PPP, mais certains articles, notamment l'évaluation préalable, ils ont la possibilité, si c'est accordé à travers la Commission nationale, de ne pas faire ces évaluations préalables. Aussi, cette évaluation préalable, elle est un peu coûteuse, prend un peu de temps pour sa préparation, pour un bon départ et une bonne réalisation du projet. Mais pour certains projets, au-dessous d'un certain seuil d'investissement, ils peuvent ne pas faire cette évaluation préalable. Donc, le seuil d'investissement sera ultérieurement défini. Donc, on a introduit pas mal de flexibilité sur la base des premières expériences sur les projets de PPP. On a introduit des flexibilités pour que ce cadre juridique soit un peu plus pratique, je dirais, pour les porteurs de projets qui incluent les soucis qui ont été relevés. Si vous pouvez passer au slide suivant. Donc, on vient de boucler le cadre juridique, je passe directement au cadre institutionnel et la gouvernance. Donc, il y a plusieurs parties prenantes, je dirais, au projet de partenariat public-privé. Donc,
pour le premier organe, c'est la Commission nationale des PPP qu'on vient de citer, qui a un cadre, qui a un rôle stratégique. Elle est présidée par le chef du gouvernement où résident plusieurs ministres des départements concernés. Et là, parmi ces missions, c'est d'arrêter les orientations générales en matière de PPP, donc les secteurs qui sont visés, en pourcentage, les investissements qui devraient être orientés vers les PPP. Elle définit le programme PPP qui est nécessaire et qui donne de la visibilité aussi pour les partenaires privés pour peut-être se positionner sur certains projets ou se préparer à soumissionner pour ces projets. Elle approuve les seuils d'investissement que je viens de citer, au-dessous desquels l'évaluation préalable est optionnelle. Donc, pour certains projets de moindre importance en termes d'investissement, et on autorise à titre exceptionnel le recours à la procédure négociée pour des cas vraiment particuliers et qui sont verrouillés par le cadre juridique. Ensuite, il y a le comité permanent situé auprès de la Commission nationale. C'est le comité permanent, c'est pour le projet porté par les collectivités territoriales. Elle a les mêmes missions presque les mêmes missions que la Commission nationale, et elle rend compte à cette Commission nationale chaque année. Donc, en plus de ces deux organes, il y a le comité ministériel. Le comité ministériel, c'est un comité qui se prononce sur le projet. C'est celui qui est institué auprès du ministre des Finances, qui donne son avis par rapport aux projets qui sont soumis au ministre des Finances. Donc, il est constitué de départements ministériels et de directions, les membres des directions du finance. Il y a la DEPP, la direction du budget, et la trésorerie générale du Royaume. Donc, cet organe se prononce principalement sur les rapports d'évaluation préalable qui ont soumis, et il y a d'autres missions, notamment se prononcer sur le cadre juridique, donner son avis par rapport au projet de PPP. Ensuite, il y a le comité de pilotage des projets. Donc là, quand on passe à la phase appel d'offres, donc quand le projet a eu l'accord pour être réalisé en PPP, on constitue un comité de pilotage qui supervise la phase d'appel d'offres. Et comme ça, on a bouclé la boucle du processus PPP. Il y a au début l'identification des projets par la Commission nationale, l'évaluation par la Commission, le comité ministériel, et puis pour la phase d'appel d'offres, c'est le comité de pilotage qui s'en charge. En plus de ces entités, donc il y a la direction, il y a bien sûr pour les cas de recours ou s'il y a des avis juridiques à donner, il y a le comité PPP et gestion déléguée qui est institué au sein de la Commission nationale de la commande publique, au secrétariat général du gouvernement, et puis la direction des entreprises publiques de la privatisation qui interviennent dans ce processus, où il y a 3 services qui épousent quelque part le cycle de vie de projet PPP. Il y a le premier service d'accompagnement et de montage de projets PPP qui assure le secrétariat de la Commission nationale et qui identifie les projets, qui assiste les porteurs de projets à identifier les projets PPP. Il y a le service études et évaluation, c'est celui que je chapeaute qui participe à la phase évaluation préalable, et puis le service suivi qui fait le suivi après la signature de contrat de PPP. Et bien sûr, ces 3 services sont chapeautés par la division PPP que j'assure l'intérim depuis à peu près d'une année. Et donc, vous êtes le premier évaluateur. Quel poste important et décisif. Il y a une première, lors de l'identification de projet, donc il y a un premier screening parce que des fois il n'y a pas une bonne compréhension de ces projets. Donc et vous intervenez par la suite. On est sûr que ça adhère à la loi PPP, qu'il y a une mission globale, un montant d'investissement qui est assez important pour intéresser les partenaires privés. Donc il y a un premier screening avant que ces projets ne soient identifiés et publiés. Ensuite vient la phase d'évaluation, la préparation et puis la phase de passation. Mohamed Benati Andalosi, il y a un dernier slide ou je crois que c'est le dernier, si je ne me trompe pas, corrigez-moi. Je pense que c'est le dernier. D'accord. Alors justement, vous avez parlé un petit peu, et je vous remercie pour cette photographie complète parce que ça permet de poser clairement le décor et de voir précisément les étapes, le cheminement
que doit parcourir justement ces fameux PPP. Sur les secteurs stratégiques, est-ce qu'ils ont bougé ces dernières années? Parce que c'est vrai qu'on pense souvent à l'infrastructure, au transport. Est-ce que ça demeure tout de même les mêmes ou est-ce qu'il y a quand même des évolutions dans le temps ou justement dans l'avenir qui va se faire, qui va s'opérer naturellement? Je pense notamment au secteur énergétique. Donc pour les projets de PPP, il n'y a pas un secteur spécifique qui est ciblé. Tous les projets, pour le portefeuille de projets actuels qui est existant, nous avons des projets donc, dans presque tous les secteurs. Il y a les projets d'irrigation, de dessalement, il y a des projets dans le secteur de la santé ou les projets sociaux comme le projet de l'Institut Pasteur pour la production de sérums, vaccins et produits biologiques. Il y a La santé s'accélère justement. Au niveau de la santé, ça bouge beaucoup. Oui, on aura bien sûr besoin des PPP, surtout avec le mondial. Il faut se préparer. Le mode PPP constitue un potentiel, peut aider le potentiel ou pousser à réaliser, à accélérer les projets, l'investissement en matière de projets PPP. Il y a d'autres projets qui sont dans le pipe, qui sont en cours de préparation. Il y a des projets de port, d'aéroport, de pénitenciers, d'établissements pénitentiaires. Donc, il y a une panoplie de projets, mais ça va encore se massifier avec l'entrée en vigueur de la loi sur le contrat de PPP. Donc, elle n'est pas encore entrée en vigueur. Il faut juste quelques textes d'application. C'est en cours de publication. C'est arrivé au niveau du SGG. Après l'entrée en vigueur de la loi, il y aura cette commission nationale qui sera opérationnelle bientôt et donc qui affichera le portefeuille de projets et les secteurs qui auront recours à ces PPP. Ce cadre opérationnel effectué, cette fameuse loi qui entrera en vigueur, vous pensez que dès l'année de son entrée en application, d'ici peut-être fin d'année 2023 ou début d'année 2024, ça va permettre une progression assez importante en termes de marge, en termes de volume? Oui, parce que initialement, la loi 86/12 n'obligeait pas les porteurs de projets à aller vers les PPP. Donc, c'était à leur propre volonté, la latitude était laissée à ces porteurs de projets. Mais avec l'entrée en vigueur de la loi, avec l'entrée en vigueur de la mise en œuvre des missions de la Commission nationale, donc chaque secteur devra communiquer un portefeuille de projets. Il y aura un screening, il y aura une évaluation, priorisation des projets. Donc, on ne peut pas recourir à ce mode pour tous les projets parce que ça va constituer un gouffre pour les finances publiques. Il faudra payer une recette, je dirais, salée pour dédiée au projet PPP. Ça ne va pas laisser de marge de manœuvre pour les générations futures. Donc, c'est un dosage entre PPP et les autres modes de réalisation de la commande publique. Alors, Mohamed Benati Andalousi, j'ai deux dernières questions pour vous. La première, vous avez un petit peu répondu, c'est finalement les défis d'avenir pour les PPP au Maroc. Et la deuxième, c'est comment vous, la DEPP, vous envisagez votre rôle en matière justement eh bien, d'implication dans ce nouveau chantier des PPP et en matière d'avenir. Donc, pour moi, il y a deux principaux défis. Le premier défi, il est juridique et institutionnel. On a mis en place le cadre juridique nécessaire qui encadre ces éléments-là. Et il y a aussi des défis opérationnels. Les défis opérationnels, c'est surtout ce qui est des défis liés au portage de projet. Il faut que le porteur de projet, il faut d'abord qu'il y ait une orientation, une stratégie, c'est le rôle de la Commission nationale. Elle va donner ces orientations et cette stratégie pour les secteurs, peut-être les secteurs ciblés, le niveau d'investissement par secteur, etc. Il y a aussi, afin de bien porter ces projets, il faut recruter les bons conseillers parce que nous, on n'est pas là pour substituer aux conseillers. Donc, c'est des contrats très complexes qui nécessitent une expertise particulière. On doit recruter les bons conseillers pour assister les porteurs de projets. Non, nous, on ne substitue pas, mais on accompagne ces porteurs de projets. Il y a peut-être un échange d'idées, une expertise qui est acquise avec les projets réalisés qu'on partage. Il faut bien structurer
surtout bien structurer le projet parce que c'est des projets sur la durée. Il ne faut pas qu'ils soient des projets boiteux et que les conséquences financières soient assumées par les porteurs de projets. Peut-être qu'il faudra pour le portage, il y a aussi la mobilisation des fonds nécessaires pour ces évaluations préalables parce qu'elle est un peu coûteuse. Ça concerne des aspects juridiques, technico-financiers. Donc, il faut recruter les bons conseillers qui ont cette expérience à travers et pour pouvoir les recruter. Parce qu'il y a certains secteurs qui n'ont pas l'habitude de porter des projets complexes, donc il faudrait ou qui n'ont pas les moyens pour financer ces études. Donc, il faudrait mettre en place un fonds qui peut mobiliser les fonds nécessaires pour porter ces études. Donc, j'insiste aussi sur la qualité de préparation de ces projets. Il faut lors de la préparation, mettre en place des unités ou des structures en charge de porter le projet, pour piloter surtout la phase d'appel d'offres. Il faut être flexible par rapport aux partenaires privés, donc être à l'écoute de ces partenaires et de leurs propositions. Il y a des idées qui peuvent considérablement réduire le coût du projet à travers l'innovation qu'apportent ces partenaires privés et leur expérience. Donc, ils ont beaucoup d'expérience. Je voudrais pas citer de nom, mais il y a des partenaires privés qui ont l'habitude de négocier ces projets PPP. Donc, alors, dernière question sur l'avenir, peut-être, parce que allez-y, parce qu'on a un petit peu débordé. Je vous en prie, Mohamed Benati Andalousi. D'accord. Donc, rapidement, ils ont l'habitude de négocier ces projets et quand même, ils se font assister par les meilleurs experts. Donc, nous, du côté public, on est un peu amené à respecter le cadre juridique. Par exemple, pour être assisté, il faut faire un marché. Pour être assisté, pour recruter des conseillers, avec des considérations de prix de moins 10 ans ou de mieux 10 ans, mais on ne peut pas atteindre ou recruter les meilleurs experts. Donc, il faut, par exemple, à travers le fonds Mohamed VI ou des fonds dédiés, pouvoir recruter les meilleurs conseillers pour que les échanges ou les discussions ou les négociations soient équilibrées. Donc, il y a aussi des effets de réputation qu'il faut bien, parce que quand il y a un retard de paiement, etc. Il y a le partenaire privé qui veut se positionner, il sait qu'il y a pour un certain secteur qu'il y a des retards, il prend ça en considération dans son offre et ça peut renchérir le coût du projet. J'insiste aussi sur tout ce qui est formation. Il faut que les personnes porteuses de ces projets soient bien formées, les équipes bien formées pour pouvoir conduire ces discussions et ces échanges avec les partenaires privés. Merci beaucoup, Mohamed Benati Andalousi. Vous restez bien sûr avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du service des études et d'évaluation au sein de la direction des entreprises publiques et de la privatisation au sein du ministère de l'économie et des finances. On a eu la parole de l'État, de votre direction, qui est une direction stratégique et qui va sans doute grossir davantage. Qui sait en 2030? Il faudra que je vienne visiter vos locaux pour voir la différence entre aujourd'hui et 2030. On va parler à présent et on va plonger dans l'univers de la banque justement et comment du côté de la banque on a cette vision des partenariats publics-privés avec d'abord vous, Monsieur Abdel Nasser Rejdani, encore bienvenue. Vous êtes donc directeur au sein de la banque du Corporate au Crédit Agricole Maroc. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une question première toute simple, mais ça nous permettra également de comprendre clairement votre rôle au sein des PPP qui est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle du Crédit Agricole du Maroc dans le financement des projets de partenariat public-privé et comment justement cela permet de contribuer à la croissance économique? Très bien. Alors déjà, on remercie un peu la Chambre de commerce britannique pour ce webinaire fort intéressant. Peut-être que pour répondre à la question, je commencerai peut-être par rappeler le rôle du Crédit Agricole et sa vocation principale. Alors, il ne faut pas oublier que le groupe Crédit Agricole, c'est le leader du financement au monde rural. D'ailleurs, le CAM, qui est la banque universelle, finance le monde agricole et agroalimentaire et participe au développement socio-économique du monde rural, bien entendu au financement des activités de marché et d'investissement. Bon, à juste titre, pour dire que le monde agricole fait partie de nos priorités et nous finançons à ce titre entre 80 et 85% du volume. Alors, en matière de partenariat PPP, il faut dire que notre établissement fait partie on a été pionnier, si on peut dire ça comme ça,
sur ce financement en participant activement aux différentes stratégies mises en place par l'État, notamment le plan Maroc Vert qui s'en est suivi de Génération Green. Et donc, pour parler un petit peu globalement du partenariat public-privé, alors c'est un outil qui est vraiment innovant, la vérité, il est innovant parce que ça permet de financer, entre guillemets, l'infrastructure publique ou le financement public. Il faut dire que sur certains États, c'est un investissement, c'est un outil qui existe depuis plus de 100 ans. Par exemple, en France, la France elle a financé son chemin de fer avec le partenariat public-privé. Et donc, réellement, à notre niveau, c'est un outil qui est vraiment important. Aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier aussi, nous sommes sur une évolution démographique qui demande un besoin énorme en infrastructure. Historiquement, cette infrastructure, elle était supportée par l'État et à un moment, bon, l'État, avec le contexte que nous traversons, avec les restrictions budgétaires, et ben, l'État, il ne peut pas tout financer. Et c'est là qu'intervient un peu le secteur privé. Donc, clairement, le partenariat public-privé, cela permet à l'État, aux collectivités territoriales, aux communes, de financer un besoin en infrastructure pour le concitoyen qui est vraiment important pour le concitoyen, et ça, il faut le souligner, de le financer en étalant son financement sur des redevances locatives, sur divers mécanismes. Et donc, à la fois, on a une infrastructure de qualité qui répond à un besoin du concitoyen et en même temps, l'État, elle arrive un peu à se soulager et peut-être se concentrer sur d'autres sujets. Alors, pour nous, notre but, c'est un peu, et dans le cadre notre vocation principale, c'est d'accompagner aussi l'agriculture marocaine dans sa transition vers des modes de production plus résilients, vers sobres en carbone et vraiment très rentables. Et donc, pour ce faire, nous avons, si on peut dire ça comme ça, une offre vraiment complète qui couvre divers volets. Bon, ça peut être du financement d'exploitation agricole, ça peut être d'une station de stations, et pour cela, on met en place, toujours dans le cadre de partenariat public-privé, un dispositif technique, bon, bien entendu, d'expertise et d'accompagnement pour accompagner les porteurs de projets. Et pas que ça, hormis le secteur privé, hormis le secteur agricole, nous intervenons sur d'autres secteurs d'activité. On va le voir sur un exemple. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, le panel des projets partenariat public-privé, il est large. Aujourd'hui également, avec la Coupe du Monde qui approche, c'est-à-dire que sur 7 ans, forcément, on aura des besoins en infrastructure. Aujourd'hui, l'État, il souhaite avoir des infrastructures de qualité. Ça peut toucher des ports, ça peut toucher des infrastructures agricoles, ça peut toucher vraiment, c'est un large panel. Et donc, ce qui fait que on est là pour accompagner tout porteur de projet et pour accompagner, si on peut dire, l'investisseur privé pour faire face à ses besoins dans le cadre de ces partenariats publics-privés. Alors, des exemples, justement. Et j'allais vous demander peut-être cet exercice délicat de nous choisir peut-être, alors soit tout de suite, soit après, peut-être l'exemple dont vous, personnellement, vous êtes le plus fier, ou en tout cas le plus heureux. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples de Crédit Agricole Maroc dans des PPP? Certainement, certainement. Alors, il y a des exemples qui sont fort intéressants. D'ailleurs, peut-être je vais en parler et c'est Chahar qui est mieux placé que moi, peut-être va en dire davantage au niveau du secteur agricole et agroalimentaire. Alors, nous, premier exemple, c'est le financement d'un hôtel pluridisciplinaire sur une région casablancaise. Alors, le terrain, c'est un terrain de l'État, du domaine privé, et pris en location sur une longue durée. Le financement, c'est un hôpital pluridisciplinaire avec plus de 300 lits, une technologie ou des équipements à la pointe, et vraiment très bien desservi sur une région casablancaise, là où il n'y avait pas ce genre d'infrastructure. Alors nous avons intervenu en finançant dans le cadre d'un consortium, en mettant en place un crédit long terme. Et voilà, si on peut dire, il y a une combine gagnant-gagnant pour l'État, une infrastructure en face, une infrastructure qui est portée avec une gestion de risque maîtrisée, portée par un professionnel du secteur. Et en même temps, pour le concitoyen, c'est une infrastructure de qualité qui répond à des normes internationaux et sur une région, comme je l'ai dit, où ce genre de projet n'existe pas. Et donc, ce type de projet d'infrastructure, pour nous, c'est des infrastructures fort intéressantes pour l'environnement, pour la région et pour le concitoyen marocain. Peut-être un deuxième exemple, oui. Un exemple intéressant, c'est que
dans le cadre de projets de partenariat public-privé autour des terres agricoles. Alors, nous avons financé un projet d'exploitation de palmiers dattiers sur la région de Rachidia, qui est d'ailleurs la zone d'origine du palmier dattier de Mjoul. Alors, c'est un financement sur une exploitation de plus de 600 hectares, c'est plus de 50 000 palmiers dattiers plantés, une production annuelle de plus de 7 500 tonnes, ce qui est important à dire. Et puis, dans le cadre du même projet, nous avons financé une station de conditionnement de plus de 5 hectares, avec toujours à la pointe de la technologie, une technologie à la pointe, et une capacité de stockage de plus de 5000 tonnes. Alors, à la fois, notre accompagnement, il peut commencer dès la première phase, c'est-à-dire l'émission de caution de sécurisation de redevances locatives, de sécurisation d'investissement, à l'investissement en lui-même, à l'accompagnement de l'exploitation, en besoin d'exploitation, et puis, in fine, à l'accompagnement, à l'aide à l'export à travers nos différents mécanismes, et bien entendu, avec la participation de notre salle de marché. Et puis, pour ce type de projet, vous le réalisez, c'est des projets avec des forts impacts socio-économiques sur les régions, parce que ça touche vraiment des régions où c'est représentatif, où c'est où ça crée une réelle valeur ajoutée, et ça devient rapidement parmi les meilleurs employeurs de la région. Donc, moi, j'ai peut-être retenu deux exemples mais on a d'autres exemples sur lesquels on est intervenu, sur d'autres secteurs d'activité et qui sont aussi intéressantes. Peut-être que je laisserai la parole après à Sichar s'il a en tête d'autres exemples. Il est mieux placé que moi peut-être sur la partie agricole. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, pardon, Nasser Rajdani, c'est effectivement que, bon, de par la particularité de votre banque, justement, ce positionnement rural, on pourrait parler de concentration peut-être régionale de certains PPP de manière globale. Vous, votre banque, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous voyez qu'il y a vraiment une sorte de répartition, peut-être pas équitable, mais une répartition assez proportionnée sur le nord, le centre et le sud du pays. En tout cas, au niveau de votre banque, sur effectivement, pour nous, exactement. Là, effectivement, pour nous, on n'est pas uniquement sur les grandes artères. On est même sur des régions où des fois, on est seul à accompagner certains. On est un peu partout. On est sur le monde rural, et ça, il faut le dire essentiellement. On accompagne énormément le monde rural et le monde agricole, et sur des projets sur lesquels, sur quelques régions, ils ont un fort impact socio-économique. Alors, je voudrais vous poser une toute dernière question avant de passer la parole à Moustapha Chéar. C'est si je devais plonger dans les coulisses de Crédit Agricole du Maroc et aller voir la cellule PPP, est-ce qu'il y en a une, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est assimilé dans toutes les branches? Excusez-moi, j'ai pas retenu. Imaginez que je suis une petite souris et que je me plonge dans les coulisses de votre siège. Le partenariat public-privé, c'est quelque chose qui est retranché dans une cellule au sein de notre banque, ou c'est quelque chose qui est disséminé dans l'ensemble des branches? Alors, on a une cellule étude normalement au niveau du siège qui centralise un peu toutes ces demandes d'études. Alors, le besoin, il émane de nos points de vente. Alors, et après, on a une cellule normalement au niveau du siège qui un peu centralise tout ça, avec une commission, un comité qui décide sur la viabilité de ces projets, et il décide un peu sur les projets en globalité. Donc, tous ces projets qui repartent des points de vente un peu partout au Maroc, ça peut être une agence, ça peut être une caisse locale, une caisse régionale, ça peut être un centre d'affaires. Ces demandes qui remontent, et ça remonte à une commission d'études qui un peu étudie tout ça et présente le projet à un comité qui décide sur la viabilité du projet. Voilà, je voulais juste poser la question parce que j'adore plonger dans les coulisses des institutions. On va passer la parole à Moustapha Chéar, qui est donc directeur du domaine vert et directeur également du marché agri-agro au Crédit Agricole du Maroc. Vous restez bien sûr avec nous, hein, Abdenasser Rajdani, merci encore. Moustapha Chéar, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Une question, est-ce que vous pouvez nous dire les tendances émergentes en matière de financement, de partenariat public-privé, et finalement, les idées ou les initiatives innovantes qui sont actuellement mises en route ou que justement vous analysez, vous présentez? D'accord. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur peut-être les partenariats publics-privés pour dire que ce sont quand même des projets où il y a une logique économique
et que ce n'est pas quelque chose de très étatique, qui n'est pas rentable, où il y a trop de subventions, etc. Donc quand même, alors ça répond à des problématiques bien précises. Et je vais peut-être revenir au projet qui a été cité par Natia Andalousi, celui de Settlgerden, pour bien expliciter. Mais avant, je dis peut-être que par rapport au... C'est vrai, quand on pense projet PP, c'est surtout l'énergie, transport, santé, infrastructure, grande infrastructure, etc. Mais en agriculture, au Maroc, il y a une grande expérience dans les projets PP, dans la partie agricole et investissement agricole. Alors, je reste sur Settlgerden. Je rappelle que c'était en 2010, ça concerne 10 000 hectares, 722 agriculteurs, et il y avait, disons, un problème de stress hydrique à l'époque, avec vraiment une nappe phréatique qui s'est approfondie, etc. Il y avait un problème de comment sauver ces 10 000 hectares. Et là, avec le ministère de l'Agriculture, les agriculteurs concernés, les petits, les grands, les moyens de la zone de Settlgerden, avec d'autres personnes, on a pensé à un projet, c'est de ramener de l'eau du barrage d'Aoulouz jusqu'à Settlgerden et faire le périmètre d'irrigation et vendre de l'eau aux agriculteurs pour pouvoir irriguer et sauver ce qui restait de la nappe. Et donc, vous avez pris votre casquette mission. Oui, nous sommes dans une mission, mais nous travaillons bien sûr dans un système bancaire. D'accord ? Il fallait financer la société qui va s'occuper de cette distribution, c'est privé, et les souscriptions des agriculteurs et la mise en valeur des vergers, etc., etc. Et nous avons financé cette totalité, moyennant bien sûr une partie qui a été prise en charge par l'État, mais j'allais dire, elle n'est pas epsilon, mais c'était juste pour pouvoir sortir un mètre cube dans l'ordre de 5,75, 5,65 dirhams, qui est viable pour l'agriculteur. Et ça a fait le premier projet PP dont a parlé c'est Mohamed Ben Natia par rapport au Settlgerden. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a sauvé ces 10 000 hectares d'agrumes qui exportaient, etc., etc., même si aujourd'hui, il y a d'autres problèmes sur la région. Voilà. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet qui a une logique économique, qui est là pour répondre à une problématique et qui reste rentable et pour le privé et pour l'État, parce que quand même 10 000 hectares, c'est l'export, etc. Oui, qui a des impacts sociaux et économiques également. Ça, c'était le premier. La banque a participé dans la conception, dans l'accompagnement, dans le montage financier, que ce soit par rapport à l'acteur privé ou par rapport aux agriculteurs de la région de Settlgerden. Deuxième, c'est que lorsqu'on a pensé et réfléchi sous les hautes instructions de Sa Majesté, le plan Maroc vert, il fallait attirer les privés pour investir en agriculture et pas uniquement les petits paysans, les grands paysans, etc. Mais j'allais dire d'autres acteurs de l'économie marocaine pour venir parce que on voulait que disons l'agriculture soit attractive pour les gens et on est entré dans ce qu'on appelle la mobilisation des terres domaniales, des terres appartenant aux anciennes sociétés de l'État que sont la SODEA, la SOGETA, récupérées chez les colons et qui étaient mal gérées. Il faut appeler un chat et qui n'étaient pas rentables, etc. Et on a dit, il faut louer ces terres dans le cadre d'un partenariat public-privé à des gens privés qui vont apporter peut-être des associés étrangers, la connaissance, le marché, etc. Et que le Crédit Agricole a accompagné à hauteur de 85%. C'est-à-dire que sur les dossiers qui ont été étudiés, dans les terrains ou les projets dans ce cadre, ont été accompagnés à hauteur de 85% par le Crédit Agricole en investissement, en fonctionnement, etc., avec les cautions de ce qu'on appelle nous la caution pour la réalisation de l'investissement, la caution des redevances locatives, l'État récupère aussi des loyers annuels, etc. Tout le monde est gagnant et ça a permis de moderniser l'agriculture. Je peux vous dire que les extensions en superficie des oliviers, des agrumes, des palmiers, des 10 000 hectares aujourd'hui à Boudnib dont tu as parlé, c'est Nassar, etc., ça s'est fait dans ce cadre. Et aujourd'hui, nous avons introduit une nouvelle génération, je vais dire, et ça continue avec les terres collectives, la mobilisation de l'ADAR, etc., d'entrepreneurs agriculteurs modernes grâce à la mobilisation du foncier dans le cadre de projets PP. Alors, aujourd'hui, quels sont, vous m'avez dit, les secteurs qui peuvent mobiliser encore des projets PP? Je pense que le stress hydrique, le besoin du Maroc en unité de dessalement
et de traitement des eaux usées, ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon la mobilisation des ressources hydriques non conventionnelles, constitue de vrais sujets pour des partenariats publics-privés. Ça a commencé. Disons, la station de Chtouka à Agadir, qui était prévue au début pour sécuriser l'eau potable pour Agadir et pour les citoyens de la ville, on a aussi pu intégrer, disons, le dessalement pour l'eau d'irrigation et le sortir là aussi avec tout un montage financier à 5,25 dirhams le mètre cube, et qui aujourd'hui irrigue 15 000 hectares d'une région la plus performante en maraîchage sous serre et qui exporte et qui fournit aussi le marché interne. Et ça s'appelle la sécurité. Ça, le stress hydrique, en tout cas, le dessalement d'eau de mer, c'est un des dossiers numéro 1, en tout cas en termes de positionnement aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, l'exemple de Chtouka, il est vivant, ça a commencé, c'est irrigué, etc., etc. Mais il y a aussi un autre projet. Là, c'était avec, disons, de l'énergie électrique. C'est pour ça que ça coûte un peu 5 et quelques. Mais nous sommes sur un deuxième projet. Peut-être M. Mohamed Ben Attia peut revenir sur ça. C'est l'unité de dessalement d'El Dakhla, dans la région du Sud, avec un parc éolien. Et là, on sortira peut-être de l'eau d'irrigation à 2,50. Et bien sûr, avec des privés qui apportent leur expertise, leur manière de gérer, etc. Et avec un soutien de l'État dans l'infrastructure pour atteindre ce prix qui est viable et qui est intéressant pour 5 000 hectares de maraîchage de fruits rouges, de melons et de tomates cerises, peut-être à l'export, mais aussi sur le marché interne. Et peut-être, le deuxième, c'est au niveau des unités de traitement des eaux usées, les STEP. Nous avons l'exemple de Marrakech et ça peut aussi, tout ça va contribuer à mobiliser des ressources hydriques non conventionnelles et faire moins de pression sur les barrages qui peuvent continuer à irriguer aussi, disons, les terres agricoles et fournir de l'eau potable. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, avec le stress hydrique, je pense que ce sont vraiment les projets urgents et qui peuvent entrer au-delà de l'énergie, de transport, de la santé, etc. Je parle de la partie agricole, je parle de projets stratégiques pour notre pays, pour faire face au changement climatique, pour faire face, disons, au stress hydrique. Et je pense que les projets PP sont une solution. Et quand on dit privé, moi, le privé, ça peut être une société privée ou peut-être une société institutionnelle. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des institutionnels à cash positif, ce qui n'était pas le cas il y a très longtemps. Il y a une amélioration des entreprises publiques de la gestion et elles aussi peuvent contribuer et être des partenaires de ce type de projet. Notamment, c'est vrai que peut-être la rentabilité n'est pas à court terme, n'est pas très énorme, mais quand même à long terme, ça reste des projets très rentables, bien gérés, qui répondent à des impératifs économiques de rentabilité et où l'État fait un effort, mais c'est surtout le public qui en profite et surtout, j'allais dire, les bénéficiaires de ce projet où on a des projets viables et qui continuent à être économiquement, disons, compétitifs. Voilà. Merci beaucoup, Moustapha Cher, donc directeur du domaine vert et du directeur du marché agri-agro au groupe Crédit Agricole du Maroc. On va continuer justement à parler énergie avec notre quatrième intervenant pour ce webinaire sur le levier de croissance, investissement stratégique PPP. N'hésitez pas à poser vos questions. Je peux vous dire, messieurs, qu'il y a des questions. Déjà, ça a commencé à pleuvoir et on va les aborder dans quelques instants. Moufid Adraoui, rebonsoir, bienvenue à tous, bienvenue à vous, pardon. Petite fatigue ce soir. Un petit café, me ferait du bien. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes ravi donc ravi de vous avoir. Vous êtes directeur développement durable des territoires, incubation et partenariat stratégique chez Mazen. Alors, vous nous avez préparé également un slide qui va parcourir un petit peu les différentes actions de Mazen en matière de partenariat public-privé et puis forcément le contexte des enjeux et les perspectives d'avenir. Est-ce que d'abord vous pouvez nous donner un aperçu de l'état actuel du secteur de l'énergie au Maroc et des opportunités d'investissement? Si c'est le cas, je proposerais de passer directement à la slide numéro 4. On y va, slide numéro 4. Donc, cette slide-là, elle voudrait présenter et l'historique et l'état actuel. Donc, l'historique fait que le Maroc a
franchi beaucoup de pas très intéressants en termes d'électrification. Donc, comme vous le voyez, on est passé de 18% à pratiquement 100% en termes d'électrification, avec une croissance très soutenue de la consommation d'électricité par habitant. Donc, on est pratiquement à plus de 35% depuis 2007 jusqu'en 2021. Et face à une dépendance quasi totale aux énergies fossiles. Donc, on était à 97,3% en 2007 pour descendre à 90,4% en 2021. Et là, on parle en termes de dépendance énergétique, pas seulement d'électricité. Et tout cela pour faire face à une fluctuation permanente des cours de pétrole et qui affecte notablement nos finances. Donc ça, c'est pour planter un peu le décor sur le contexte. Si possible, notre slide. On va passer à la slide suivante, oui. Voilà. Elle arrive. Elle arrive. Bon, en tout cas, on avait le contexte, on avait la photo. Voilà. Donc là c'était le contexte. Là, je voudrais juste parler un peu de l'histoire pour dire que depuis les années 60, on était sur les énergies renouvelables en termes d'énergie hydraulique avec la politique des barrages et qu'à partir de la fin de la première décade de 2000, on a relevé plusieurs autres volets dans l'ambition royale que sont la valorisation des ressources telles que le solaire et l'éolien. Et cette ambition-là s'est traduite sur l'autre slide. Next. Donc, c'est traduite par toute une stratégie qui a été mise en place, dont les deux objectifs les plus importants sont d'abord la sécurité de l'approvisionnement énergétique national et la préservation de l'environnement. Donc, ce sont les deux piliers sur lesquels s'est basée cette stratégie énergétique, d'où ce recours aux énergies renouvelables. Donc, autre slide. Là, toujours en termes de contexte, il faudra faire un petit historique des lois et de l'environnement juridique national pour dire que dès 2009, il y a eu tout un volet juridique qui a été traité à travers deux grandes branches. Une branche qui vise le public, et c'est là où on a la création de Mazen, de l'ICE, de l'ADRE qui est devenu maintenant l'AME, et un volet privé à travers la loi 1309 qui a évolué au cours de temps, à travers la loi 4815 pour créer tout un instrument de régulation du secteur, et maintenant la loi 8221 pour l'autoproduction. Tout ça pour vous dire que le Maroc a évolué en termes de réglementation, que ce soit au niveau du public ou bien du privé, avec la loi 3716 pour le côté Mazen, qui est passé d'une agence qui s'occupait juste de l'énergie solaire pour une agence qui valorise tous les types d'énergie renouvelable, que ce soit la biomasse ou bien l'éolien ou bien toute autre forme d'énergie renouvelable. Transformation rapide, hein, 13 ans, ça passe vite. Oui, mais il fallait accompagner l'ambition parce que au départ, on parlait de 42% en 2020, maintenant on a un objectif de 52% en 2030 et je viendrai cet objectif. À cette ambition-là, mais d'abord, cette ambition-là, elle doit se baser sur des ressources. Et les ressources, ils sont sur la slide qui suit. Suivante. Donc, on y va justement. Pour vous dire que le Maroc, il a un potentiel faramineux en termes surtout d'éolien et de solaire. Malheureusement, l'hydraulique, comme l'a rappelé, c'est Shahar. Nous avons le fameux stress hydrique qui fait que l'hydraulique, c'est un peu rétracté, il est limité au nord. Mais par contre, en termes de solaire, en termes d'éolien, nous avons des perspectives immenses qui restent toujours à exploiter. Pardon, s'arrêter ce petit camembert de 2030, je n'arrive pas à le lire. Est-ce que vous pouvez me donner les chiffres parce que je pense qu'il est intéressant? Oui, il est important de dire qu'au niveau des ambitions, ce sont des ambitions chiffrées. Et quand on parle d'ambitions chiffrées, c'est en termes de capacité installée. Donc, il y a une ambition d'installer 6 gigawatts d'ici 2030 de la part de Mazen, donc juste de l'opérateur public. Et là, on ne compte même pas tout ce que va créer, réaliser le volet privé, les opérateurs privés pour leurs besoins et pour les nouveaux besoins dont on va parler en termes de perspective. J'essaie de faire un peu vite.
parce que j'ai beaucoup de slides et le temps ne permet pas. Donc, pour parler de perspective directement, je vous propose d'aller vers les dernières slides, donc vers la slide. Et puis après, on pourrait revenir vers pour présenter un peu Mazen. Donc, la slide 17, si c'est possible. On y va. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits. On a du mal à se rendre compte, mais c'est vrai que quand on prend la photographie des 13 ans, bravo hein, pour le. Est-ce que on va vers la slide 17 ou bien je suis le. Alors logiquement, on doit y aller. Slide numéro 17, en coulisses. C'est pas encore le cas. C'est les aléas du direct, comme on dit. Ça arrive. Ça arrive. Encore jusqu'à la slide numéro 17. Juste parce que vous avez posé la question sur les perspectives. Donc, les perspectives énergétiques nationales sont immenses. Donc, il y a d'abord le volet hydrogène. Et le volet hydrogène, c'est un volet dont tout le monde parle et sur lequel il faudra dire un mot concernant le Maroc. Le Maroc, il dispose d'atouts extraordinaires. D'abord, le positionnement géographique, cette proximité avec un des marchés les plus importants qu'est l'Europe. Deuxièmement, les évaluations du potentiel en termes d'hydrogène vert. Et on parle d'au moins 114 TWh pour l'exportation et de 40 TWh au niveau de la consommation nationale. Donc, ce sont des potentiels et des gisements qui existent, qui ont été évalués au niveau national. Il y a ce marché qui est à côté, le marché européen, qui à travers le Green Deal et à travers le partenariat stratégique vert instauré avec le Maroc, a cette double ambition d'abord de verdir sa propre économie et deuxièmement pousser tous ses partenaires à verdir leur propre économie. Donc tous ces atouts-là sont à disposition du Maroc et le Maroc n'a pas attendu l'Union européenne pour manifester son intérêt. Nous travaillons sur une offre hydrogène. Sa Majesté a annoncé sa validation de cette offre et les ministères en charge ont promis de la dévoiler dans les semaines qui viennent avec tout un processus pour encourager les opérateurs privés pour venir s'installer au Maroc et produire cet hydrogène. Et c'est dans ce cadre-là, si on peut passer voilà, à cette slide, dire que non, la slide d'avant, juste pour parler du cas local en termes d'hydrogène, pour dire que depuis 2019, on travaille avec l'Union européenne et surtout avec l'Allemagne, et qu'il y a eu des signatures de mémorandum pour réaliser les premiers projets pilotes au niveau national pour produire cet hydrogène vert et pour que ça soit des proof of concept pour les projets à venir. Ça au niveau de la localisation et de la mise en route, on a de la visibilité. Maintenant, c'est au niveau des études détaillées. Il y a beaucoup de localisations qui ont été déjà évaluées. Donc, nous avons en tête les scénarios d'implémentation. Maintenant, il y a un ensemble d'études d'impact environnemental, d'études d'évaluation très, très précises pour faire le choix final et commencer prochainement ce projet. Très bien. Slide suivante. Juste, toujours en termes de perspective, depuis la COP 22, la slide d'avant. La précédente. Voilà. Celle-là aussi est intéressante, on va en parler après. Donc là, c'est la 7 roadmap. C'est toute une ambition partagée par 5 pays, dont le Maroc, pour créer pratiquement maintenant, c'est à la mode, pour créer une autoroute, disons, d'échange d'électricité verte entre le Maroc et ces pays-là. Donc c'est une ambition qui est très, très intéressante et pour le Maroc et pour ces pays-là. Elle est en avancement et lors de la COP 27 à Sharm el-Sheikh, il y a eu la signature d'un mémorandum pour préciser les éléments de la feuille de route pour opérationnaliser cette ambition-là. Et on ambitionne à travers cette feuille de route et cette roadmap de créer cet échange fluide d'énergie verte entre le Maroc et ces pays européens. Bon, et pas n'importe quel pays, effectivement. Hein. Oui, mais on espère après l'élargir à d'autres pays si c'est possible. Mais l'avantage, c'est d'avoir à travers cette roadmap, avoir un exemple concret d'échange sud-nord, Union européenne, partenaire stratégique de l'autre rive, pour cet échange d'énergie verte dans les deux sens. Il ne faut pas oublier, bien sûr, l'Afrique.
Donc, parmi les missions de Mazen, c'est ce partage de savoir-faire qu'elle a pu acquérir, qu'elle est en train d'acquérir avec les pays amis. Et ce partage-là, il se fait sous plusieurs formes. D'abord, à travers des mémorandums d'entente et de coopération avec les pays, donc des accords bilatéraux, mais aussi des accords multilatéraux, qu'ils soient faits ou bien par les Nations Unies, comme l'initiative Coalition pour l'accès à l'énergie, ou bien avec des partenaires financiers type la BAD ou bien la Banque islamique de développement. Donc tout ça pour partager tout notre savoir-faire et échanger avec les pays amis et les pays africains. Donc ça, c'est en termes de perspective. J'ai essayé de résumer les perspectives d'ordre plus global dans la slide. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir un peu en détail, mais globalement, les chantiers maintenant en cours en termes de perspective, il y a d'abord cet accompagnement de l'intégration des ENR. Donc, quand on parle d'intégration, je souleverai deux éléments très importants et qui peuvent créer un problème dans le temps. C'est d'abord l'infrastructure de transport. Donc, quand on parle de transport, il y a le potentiel, il est là, il est dans des zones. Et parmi les zones les plus importantes en termes de potentiel, il y a la zone sud, en termes de et solaire et d'éolien, mais il y a aussi la zone nord et les zones est. Et pour acheminer cette énergie là où on en a besoin, il faut qu'il y ait un réseau de transport qui est très très important. Et juste avant ce webinaire, il y avait un webinaire réalisé par le ministère de l'Énergie où il y a l'annonce de lignes très très puissantes qui va relier sur une ligne HDVC, donc ça va être une ligne, si d'après ce que j'ai compris, en courant continu, mais à gros calibre, pour acheminer cette énergie du sud vers le nord et permettre cette valorisation, qu'elle soit optimale au maximum pour pouvoir profiter des sites là où ils sont et profiter de ces énergies renouvelables. Là, je vois que... Merci pour donc là, c'est en termes de perspective. Il y a aussi l'intégration du gaz naturel, il ne faut jamais l'oublier. Le Maroc est à l'aube de très belles découvertes en termes de gaz naturel, d'une part. D'autre part, il y a le fameux gazoduc qui va du Nigeria vers l'Europe à travers le Maroc. Et le gaz naturel est naturellement peut présenter une solution de base pour les fluctuations que peuvent survenir à travers l'intermittence des énergies renouvelables. Donc, c'est un élément très important dans ce mix énergétique national. Il y a comme objectif ambitieux la décarbonation de l'économie. Ça, c'est très important et pour nous, pour préserver notre environnement, mais aussi en termes d'export, vu maintenant toutes les barrières non tarifaires qui sont en train d'être installées par l'Union européenne, entre autres. Il y a l'efficacité énergétique, c'est un volet qui est aussi intéressant que la production d'énergie parce que c'est de l'économie d'énergie, c'est de l'efficacité en termes de consommation, en termes d'usage. Il y a l'intégration régionale du marché de l'électricité. Donc, quand on parle d'intégration régionale, que ce soit envers l'Espagne, que ce soit envers le Portugal, avec un ensemble de câbles et de lignes qui sont en cours d'installation ou bien de développement pour permettre cet échange fluide d'énergie entre les deux rives. Et il y a le chantier non moins important, celui de législatif et réglementaire, donc avec toutes ces lois qui sont en train de sortir et surtout les décrets d'application qui ces dernières années ont accéléré en termes de rythme de sortie. Tout ça pour permettre à tous les acteurs de pouvoir s'y trouver au niveau national et d'exploiter ce grand gisement et ce grand potentiel dont le Maroc jouit heureusement. Donc ça, ce sont les gros éléments des perspectives pour répondre à votre question et bien sûr, je suis là pour répondre à toute autre question. Oui, alors effectivement, on voit les perspectives, on voit aussi les différents projets d'application, hein, Mofid El-Raoui ou Mazen E. Moi, j'avais une question qui me taraudait l'esprit, c'était finalement, aujourd'hui, les PPP, c'est la locomotive principale pour Mazen, de toute façon. Effectivement, là, si vous permettez, on parlera un peu du mode d'intervention de Mazen. Donc, si oui, on va retourner une slide peut-être sur Mazen. Numéro 10, juste pour faire un peu l'historique et parler du mode d'intervention de Mazen. Comme ça nous permettra de compléter la boucle et de permettre d'avoir une photographie complète. Alors, la slide numéro 10. Donc, juste pour parler de Mazen. Donc, Mazen, comme je vous ai dit au départ, s'occupait juste de l'énergie solaire. Et c'est à partir de 2016
qu'il s'occupe de tous les volets d'énergie renouvelable. Et tout ça, c'est dans un cadre institutionnel qui est assez cadré à travers des conventions entre l'État Mazen, l'État, l'ONE Mazen et des conventions spécifiques pour chaque projet. Mazen couvre toute la chaîne de valeur, donc depuis l'évaluation des ressources jusqu'à la réalisation, l'exploitation et tout ce qui est off-site des projets ENR. Et tout ça en synergie avec le gestionnaire du réseau national qui est l'ONE. Donc, slide suivante. La slide numéro 11. Oups. On va y arriver. Slide numéro 11. La slide 11, elle montre juste une carte de la répartition des projets Mazen, mais aussi les projets élaborés par le privé. Et juste pour vous montrer qu'à la date d'aujourd'hui, pratiquement troisième trimestre de 2023, on a déjà 4600 MW qui sont en exploitation. 2600 MW déjà. 4600, donc 4 gigas 6. Et ce qui représente grosso modo, on le verra dans la slide qui suit, 42% des capacités installées en termes au niveau national d'électricité. Alors, je crois qu'on a un petit problème technique au niveau de la slide. Oui, on peut remonter, ouais. Numéro 11, hein, c'est ça, vous nous avez dit. Hein, oui, la slide 11, oui. Elle fait des siennes, elle n'a pas envie. On va y arriver. On se focalise. Il n'y a pas encore le drapeau de la Grande-Bretagne, mais j'espère qu'on le verra la prochaine fois sur cette roadmap. Il y a aussi un joli projet énergétique, hein, effectivement, notamment, pas qu'un seul, mais. Oui, on peut en parler si vous voulez. Il n'y a pas de entre le Maroc et la Grande-Bretagne, effectivement, ce fameux câble sous-marin qui. X-Links, oui. X-Links qui commence à bien avancer. En termes d'études, oui. Là, justement, le rôle de Mazen là-dedans pour ce projet c'est un projet purement privé. Oui. Et j'estime que l'existence d'un tel projet de telle taille et d'ordre purement privé au niveau national est une marque de confiance d'abord dans notre stratégie nationale d'énergie renouvelable, d'une part. D'autre part, c'est un signe donné à tous les investisseurs, et là on est en train de parler de partenariat public-privé, d'ordre international pour venir investir au niveau national pour valoriser ces gisements-là. Et voilà, enfin. Donc, on y est. Voilà. Donc, on voit les différents projets. Pour montrer un peu l'étendue des projets et leur emplacement au niveau national. Donc, que ce soit au niveau solaire, éolien, les projets hydrauliques, malheureusement, on ne les a pas montrés dans cette carte-là, mais on a présenté aussi les projets d'ordre qui ont été réalisés par le privé et pratiquement qui avoisinent le 1 gigawatt. Merci beaucoup. Donc, la slide qui suit. Voilà, j'ai encore d'autres. Oui. Voilà. Juste pour vous montrer la slide qui suit, si possible. Next. Oui. Vous savez que je m'étais toujours posé la question d'avoir une carte avec la localisation précise de tous les domaines d'action. Je l'ai eu sous les yeux, en tout cas actualisé, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je ne m'étais pas penché en profondeur sur actualisé. Donc là, juste pour vous montrer la répartition des 42% entre les différents types d'énergie renouvelable et de parler aussi des 4000 MW qui sont maintenant en phase de développement en construction de la part de Mazen. Et quand on parle de ces chiffres-là, on n'inclut pas les 700 MW estimés qui sont réalisés en autoproduction. Et là, je fais un clin d'œil à mes amis de Crédit Agricole pour dire que l'autoproduction au Maroc, il y a une grande part de pompage solaire. Je suppose que le Crédit Agricole a beaucoup fait dans ce domaine-là. Donc, pour revenir à votre question sur le mode d'intervention, donc là, il y a la slide qui suit, si c'est possible. Alors, slide suivante. L'occasion aussi, puisqu'on a cette slide-là, pour dire que Sa Majesté a rappelé l'année dernière l'importance du développement des énergies renouvelables, donc à travers une journée de travail. Donc là, on a reporté un peu des extraits du communiqué royal. Donc là, juste pour vous dire comment Mazen agit, et c'est là pour répondre à votre question.
Donc, dès le départ, nous avons choisi un mode intégré pour intervenir, parce que Mazen n'est pas qu'une société. Elle a été créée dans un esprit de locomotive pour, disons, un peu être le pionnier dans un domaine qui était assez nouveau au niveau national. Et pour cela, il fallait qu'elle gère plusieurs sujets. Et quand je dis plusieurs sujets ou plusieurs volets, il y a d'abord la production d'électricité, puisque c'est le cœur même de sa mission. Mais il y a des volets qui sont non moins importants pour le Maroc. Il y a le volet R&D qui est très important. Et pour ce volet R&D, nous avons toute une plateforme au niveau de Ouarzazate avec des projets qui sont réalisés en partenariat avec des acteurs de premier plan à l'échelle internationale. Il y a le volet formation qui est un volet très important parce que nous sommes dans une courbe d'apprentissage pour l'ambition que nous avons. Et donc, quand je parle de volet formation, elle couvre plusieurs types d'interventions. Il y a la formation académique. Donc, Mazen est là, c'est un élément aussi, un exemple de partenariat public-privé d'un autre style. Donc, Mazen avec les fédérations d'électricité, fédération de la mécanique, quand je parle de fédération, c'est-à-dire les opérateurs privés, et avec le ministère de la formation professionnelle, ils ont créé des IFMERE, donc des instituts de formation spécialisés en énergie renouvelable. Donc, jusqu'à maintenant, il y a un à Tanger, un à Oujda et un à Ouarzazate, et qui doivent former des techniciens spécialisés dans les énergies renouvelables pour disposer de cette main-d'œuvre dont on aura besoin pour les projets à venir. Et il y a l'intégration industrielle, c'est un élément très important parce que c'est une technologie d'avenir qu'on va utiliser pour les projets. Donc, il y a beaucoup d'évolutions. Donc, l'intégration industrielle, elle a été couverte par la création de tout un cluster ENR. Donc, c'est un cluster où il y a une mise en relation de tous les acteurs, que ce soit nationaux ou internationaux, qui s'intéressent aux ENR au niveau national. Donc, il y a cette mise en relation. Il y a cette synergie avec Mazen, mais aussi avec les autres opérateurs qui sont sur place à travers ce cluster pour réussir à augmenter le taux de local content ou bien d'intégration industrielle. Un autre volet qui m'est très cher personnellement parce que je m'en occupe, c'est le développement durable, le développement local des projets. Quand on parle de développement local, c'est une volonté de la part de Mazen pour que les territoires qui sont autour des sites de production puissent bénéficier aussi à leur façon de l'existence de ce projet-là. Donc, quand on parle de territoire, donc sont en général les projets d'énergie renouvelable ne sont pas dans des zones qui soient des zones, disons, de tout repos. C'est des zones avec des météos et des climats extrêmes. Donc, beaucoup de soleil ou bien beaucoup de vent. Donc, c'est des zones qui sont en général des zones qui sont en bas de l'échelle de l'indice de développement humain. Donc, Mazen, dès le départ, s'est institué une obligation de travailler sur l'essor économique et socio-économique de ces populations-là à travers des actions et le financement de projets. Et quand on parle de projets, on a atteint pratiquement plus que 200 millions de dirhams sur 10 ans en volume global pour ces projets-là qui ont intéressé jusqu'à 106 000 bénéficiaires sur tous les territoires des sites touchés par les projets Mazen. Donc ça, c'est pour le volet intégré de l'intervention de Mazen. Slide suivante. Alors, il nous reste 2-3 minutes, Moufid Hadraoui. Et il me reste 2 slides. Donc, ce slide-là, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est Blati a dit ce qu'il fallait. Mais juste pour insister sur un point en termes de partenariat public-privé, qui a été un mot choisi dès le départ de façon naturelle par Mazen, vu le caractère pionnier des projets. Donc, il y avait bien sûr ce souci d'optimisation et de l'allocation et des ressources et des risques. C'est un élément important. Mais il y a aussi un facteur sur lequel il faut insister beaucoup, c'est ce transfert de technologie et de savoir-faire. Nous sommes sur de nouveaux projets, d'un nouveau caractère. Il fallait associer des acteurs privés de premier ordre pour pouvoir bénéficier de ce partage de savoir-faire et pour pouvoir travailler sur cette courbe d'apprentissage dont on a besoin pour les projets, pour l'ambition à venir. Et c'est un facteur qui est non moins important que les autres facteurs listés toujours d'habitude pour les partenariats publics-privés. Donc, pour ce qui est du mode d'intervention de Mazen, et ça c'est la dernière slide que je vous présentais, donc s'il peut avancer. Voilà, donc là, je vous présente le mode d'intervention classique jusqu'à dernièrement. Donc, Mazen, pour pouvoir
faire réussir ces projets dans les conditions les plus optimales a joué plusieurs rôles. Donc, c'est elle qui a qualifié le site, c'est elle qui dispose du site et de toute infrastructure qui est hors site, mais en même temps, elle a pu bénéficier du soutien de l'État à travers des financements concessionnels et de la confiance de bailleurs de fonds internationaux pour avoir des ressources à des coûts un peu plus intéressants que le marché, pour pouvoir aider à monter ces projets-là. Et en même temps, dans cette logique de courbe d'apprentissage, elle a été actionnaire minoritaire dans les sociétés projets pour pouvoir suivre de près ces projets-là. Donc, elle n'a pas été juste déléguée à 100%, mais elle est aussi co-actionnaire. Et pour assurer disons, la confiance des investisseurs, elle est aussi l'off-taker. Donc, c'est elle qui va acheter cette électricité et à travers un PPA la revendre à l'ONE. Donc, ce schéma-là a été valable jusqu'à dernièrement pour des projets qui étaient des projets d'ordre pionnier, type Ouarzazate et Middelburg. Maintenant, avec, disons, l'évolution des coûts de l'énergie renouvelable, nous sommes passés maintenant à un autre mode d'intervention. Donc, maintenant, ce sont des projets qui vont être financés par des financements classiques, donc des financements commerciaux, qui vont être octroyés, c'est de la corporate finance, donc ils vont être octroyés aux sociétés projets elles-mêmes. Et ces sociétés projets-là, Mazen ambition de n'être plus un actionnaire minoritaire, mais d'être à 50-50 pour pouvoir d'abord suivre de près et pouvoir valoriser tout cet apprentissage-là qui a duré 10 ans, en prévision d'un coût plus optimal pour le kilowattheure produit par les nouveaux projets. Donc globalement, c'est ça l'ambition et l'esprit d'intervention de Mazen. Merci beaucoup, Moufid Adraoui. Je rappelle que vous êtes directeur développement durable des territoires, incubation et partenariat stratégique chez Mazen. Alors, il y a beaucoup de questions, il y en a également pour vous. Peut-être une première question pour Crédit Agricole du Maroc avec si Abdelnasser Rejdani et Moustapha Chehar, qu'on remercie encore Moustapha Chehar. Tout à l'heure, le président n'a pas eu l'occasion de vous saluer et de vous remercier. Je vous remercie au nom du président pour votre présence avec nous aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes directeur du domaine vert et directeur du marché agri agro au Crédit Agricole du Maroc. Il y a beaucoup de questions et je voulais peut-être commencer avec vous, messieurs, peut-être sur les PME, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous suivent et qui nous posent cette question un peu de manière globale. Quels sont les outils de garantie financière mis à disposition des PME pour monter des projets de PPP? Alors, pour parler un peu des financements des PME, écoutez, il y a divers outils de financement. Déjà, il y a les financements classiques qu'on met en place, à savoir des lignes de fonctionnement, des lignes d'investissement au crédit moyen terme, etc. Il y a des lignes de fonctionnement qui peuvent être couplées avec du leasing à travers notre filiale Cam Leasing. Et en matière de garantie, il y a divers sujets. Déjà, parce que on commence pas en discutant de la garantie, peut-être on regarde la viabilité économique du projet, son impact socio-économique voilà, son impact socio-économique, ce que ce projet pourrait apporter réellement en matière de valeur ajoutée, en matière de rentabilité, etc. En matière de garantie, tout est possible. Il y a même l'apport de l'État à travers l'ancienne caisse centrale des garanties qui nous appuie sur tout ce qui est financement de la PME marocaine. Et donc voilà, moi ce que je dirais à nos auditeurs PME, je leur dirais venez nous visiter, on se fera un plaisir de discuter de vos projets. Moustapha Chehar, peut-être pour compléter? Juste pour dire que le projet PPP, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ensemble. D'accord? Et il y a une partie qui est prise en charge par l'État. C'est une contribution à l'investissement, c'est une subvention à l'investissement pour réduire le coût pour le privé. Il y a des crédits pour le privé ou l'acteur qui va gérer le projet. Et il y a aussi les bénéficiaires. Et tout ça, ça fait des flux de décaissement et de remboursement qui sont maîtrisés. Ce sont des circuits maîtrisés et ça facilite et ça tranquillise la banque et peut-être qu'on sera moins exigeant que s'il s'agit d'un projet PME à part. Donc le cadre PP est lui-même une vraie garantie pour la réussite du projet. Alors, peut-être une question pour Mohamed Benati Andalouzi. Je rappelle, chef du service
des études et évaluations à la DEPP au sein du ministère de l'économie et des finances. Question de Ahmed qui nous dit, est-ce que le PPP est une solution convenable pour tout type de projet? Question simple et complexe à la fois. Oui. Donc, ça dépend vraiment de la nature du projet, du secteur. Il faut déjà respecter la définition, c'est-à-dire la mission globale qui est confiée. Donc, s'il n'y a pas cette mission globale de conception, construction, financement surtout, exploitation, maintenance, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour aller vers les PPP. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut comme on donne toute la mission à ce partenaire privé, c'est pour pouvoir optimiser la conception et puis la construction. Donc, peut-être qu'il y aura un investissement additionnel ou des coûts additionnels dans l'infrastructure pour pouvoir optimiser par la suite lors de la maintenance ou l'exploitation. Alors que pour un projet, on peut, par exemple, réhabiliter un projet pour le réaliser en PPP, pour donner la gestion, c'est permis. Mais pour prendre un projet en marche ou qui est déjà construit, donc le partenaire privé viendra et il y aura cette surestimation des coûts de maintenance parce que c'est pas lui qui a vraiment fait la conception. Il pourra nous dire que ça a été mal conçu, donc il y aura des dépenses additionnelles pour exploiter et maintenir cette infrastructure. Donc il faut veiller à ce qu'il y a cette mission globale. Et puis, par la suite, d'ailleurs, c'est la mission du secrétariat de la Commission nationale parce que nous assurons les deux secrétariats de la comité ministériel et de la Commission nationale. C'est un travail qu'on va faire avec les porteurs de projets. Donc, ils viennent avec leur projet. On a établi un questionnaire, un projet circulaire qui pourra être d'ailleurs signé par le chef de gouvernement pour recenser les projets PPP en préparation des travaux de la Commission nationale. Donc à ce moment-là, il y aura un screening avec les porteurs de projets, on verra ce qui pourra être fait sous format PPP et par la suite aller dans le processus PPP, c'est-à-dire faire les évaluations préalables de ces projets-là. Juste peut-être un mot par rapport au projet de dessalement. Donc, il y a eu pas mal de projets de dessalement qui sont lancés ou qui sont en cours de lancement. Il y a le projet que M. Shahar a cité tout à l'heure, c'est le projet de dessalement pour l'irrigation d'Akhla et il y a bien sûr une composante eau potable. Donc c'est un projet qui inclut une unité de production d'énergie renouvelable puisque ce genre de projet-là, ils sont énergivores, nécessitent beaucoup d'énergie et l'énergie renouvelable, elle est je dirais plutôt abordable par rapport aux modes conventionnels. Il y a d'autres projets, par exemple le méga projet de Casablanca pour produire à peu près exactement 300 à terme 300 millions de mètres cubes par an, donc qui est en cours de dialogue compétitif qui sera dont le contrat sera signé prochainement et qui est basé majoritairement ou presque globalement sur l'énergie renouvelable et le projet de Nador avec une capacité qui sera lancée bientôt pour une capacité de près de 250 millions de mètres cubes. Donc il y a un grand potentiel en matière de dessalement. Il y a la station de Chouka qui a été mutualisée pour le dessalement et pour l'eau potable et pour l'irrigation. Et il y a aussi le projet de dessalement de l'OCP pour l'eau potable à Safi et à El Jadida. Donc tous ces projets-là sont basés, la majorité des projets sont basés majoritairement pour la production de l'énergie sur une énergie renouvelable et qui aura par la suite, surtout pour le volet irrigation, donc il y aura un impact carbone positif, surtout par rapport à l'exportation. Donc ces produits agricoles seront mieux valorisés à l'exportation. Alors, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. J'ai une question que j'adore beaucoup. Elle nous vient de Nadia et je vais peut-être vous demander d'y répondre chacun à votre tour si vous le souhaitez. Elle est aussi simple et à la fois elle permet de rentrer en profondeur dans des sujets assez compliqués. Quelles sont les clés de réussite et à l'inverse les pièges à éviter en matière de construction de projets de PPP? Alors peut-être, je vais vous demander une clé et un piège à éviter à chacun. Qui veut se lancer? Alors moi je dirais la pièce angulaire du projet, c'est le contrat. Le contrat. Donc finalement, en une pièce, pour moi, c'est le contrat. Donc c'est ce qu'il faut voir en premier. Et si le contrat
bien ficelé entre la partie publique et la partie privée. Je pense que l'étude et le reste suivra. Le piège, selon vous, Abdel Nasser Rejdani? Le piège à éviter ou alors? Je dirais pas qu'il y a un piège parce qu'in fine, c'est un apport gagnant-gagnant pour la partie publique et la partie privée. Donc pour moi, je ne vois pas de piège. Donc je ne dirais pas qu'il y a un piège. S'assurer que tout soit bétonné. Exactement, exactement. Moustapha Chéar, je crois que je vous ai vu activer le micro. Moi, juste pour dire que le Maroc jouit aujourd'hui d'un cadre institutionnel vraiment incitatif et attractif, c'est pas pour jeter des fleurs à Si Mohamed Ben Attia Andalousi. Et je pense que arriver à un tel niveau d'arsenal juridique, ça veut dire vraiment sécuriser ce type de projet et justement éviter les pièges. Alors moi, la clé, c'est dire que en fait, l'objectif d'un projet PP, c'est le bénéficiaire final qui doit disons, se procurer un service marchand à un prix du marché, réaliste. Et ça, c'est l'enjeu. Au-delà justement des enjeux d'experts sur le contrat, le contenu, etc. Vraiment faire que ce soit équilibré entre l'État, le public, le privé, etc. C'est ça. C'est que ce qui va faire que ça va marcher, c'est qu'il y a d'abord un marché, un besoin, une population de bénéficiaires à un prix raisonnable et soutenable dans la durée. Moufid Adraoui, vous achetez ce que vient de dire Moustapha Chéar ou vous n'achetez pas? Je plaisante. Hein. En fait, moi, dans la continuité, je dirais d'abord l'étude préalable. C'est très important de bien concevoir son projet. Et deuxièmement, il faut que ce projet-là soit inséré dans une vision et dans une ambition. Il ne faut pas qu'il soit juste un élément discordant. Si on a une vision et que c'est un projet qui va remplir une étape de cette vision-là et d'une stratégie, là, il va répondre. Mais par contre, juste sauter sur ce mode-là, juste pour économiser de l'argent, par exemple, et aller vers juste un critère, un paramètre, ne serait pas pour moi le critère idéal. Ben, donc, cette vision d'ensemble, cette inscription dans le... Pardon? Ça serait finalement se tromper, c'est ce que vous nous dites. En fait, se focaliser sur un critère sans les autres, c'est se tromper. Et l'insérer pour moi dans la vision long terme pour l'État pratiquement, parce que c'est le public qui est en train d'intervenir. Il va faire venir un partenaire privé. Il faut que cette intervention-là, cette décision et ce projet-là soient inscrits dans cette vision long terme de l'État. Mohamed Ben Attia, Andalousie, une clé ou un... C'est pas un piège, mais un écueil à éviter. Le piège, c'est d'aller vers un seul critère, comme a dit si Adraoui. C'est, par exemple, ça vous arrive souvent, pardon, justement, est-ce que ça vous arrive souvent est-ce que vous avez justement des projets sur lesquels vous sentez qu'il y a un seul critère ou peut-être deux qui sont seulement observés par les potentiels acteurs qui frappent à la porte pour ce genre de projet? Ou c'est pas régulier? Jusqu'à présent, au vu de la méthode ou la préparation de ces projets, je pense que c'est bon. C'est juste une seule chose parce qu'il y a des porteurs de projets qui viennent juste pour le financement. Ils n'ont pas de moyen de financer ce projet, ils viennent vers le mode PPP pour financer. Oui, c'est un moyen de financer les projets, mais c'est un avantage parmi d'autres. Donc, il faut une bonne répartition des risques, une bonne préparation du projet, que ce soit pour les études préalables ou que ce soit pour la phase de passation. Il faut être assisté dans ce processus-là, aller vers les meilleurs experts pour bien être que les discussions ou bien les négociations soient équilibrées et ne pas aller vraiment vers les PPP uniquement pour le financement, mais c'est surtout pour une répartition des risques. Chacun prend en charge le risque qu'il assume à moindre coût. Et pour d'autres aspects comme le transfert de technologie, il y a ces possibilités d'apprentissage à travers la sous-traitance. Donc il y a les grands groupes qui se positionnent sur le projet, mais qui ne peuvent pas tout faire. Ils sont obligés de sous-traiter et là, il y a un effet d'apprentissage pour les petites et moyennes entreprises. Donc, il y a plusieurs avantages. Il faut essayer de bénéficier de tous ces avantages
et essayer d'optimiser à travers, par exemple, aller vers le bon mode de passation. Si c'est le dialogue compétitif, même si ça prend du temps, de l'énergie et un coût, donc il faut bien préparer, aller vers les bons modes de réalisation. Comme ça, on est sûr de bien préparer notre projet, d'avoir une vision claire, éclairée surtout que c'est des projets dans la durée, donc sur plusieurs années, si c'est mal préparé, donc c'est aux avantages de l'un et de l'autre, et dans tous les cas, ce n'est pas bon pour le projet, pour sa réussite et pour l'atteinte des objectifs qui sont escomptés. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes, peut-être 2-3 questions. On a une question de Saladin qui concerne justement Crédit Agricole du Maroc, qui voulait savoir comment justement les banques, de manière générale, pas uniquement vous, peuvent dynamiser les PPP au Maroc. Bon, c'est vrai qu'on a un peu parcouru tout à l'heure justement votre niveau d'investissement et d'engagement. J'irai plus loin aujourd'hui, les PPP en termes de répartition de votre portefeuille, c'est quelque chose que vous voyez grossir au fil du temps, Abdinasser Rejdani? Certainement. Alors, premièrement, on l'a si bien dit au début, on a été pionnier, notamment sur le secteur agricole. Et puis, ces dernières années, on en voit de temps en temps, on en voit tellement. Aujourd'hui, ça commence à prendre beaucoup plus d'importance. On voit des apporteurs de projets avec des infrastructures, des projets de qualité, sur des projets de partenariat public-privé. Jadis, on ne les voyait pas. Donc aujourd'hui, je pense que clairement, c'est un outil qui est aujourd'hui exploité et utilisé par un certain nombre d'investisseurs. Et puis, le plus important dans ça, c'est l'impact socio-économique que ça représente pour le concitoyen. Donc, certes, aujourd'hui, sur divers secteurs d'activité, on en voit de plus en plus. Moustapha Chehar? Juste, peut-être j'ai insisté tout à l'heure sur la désalinisation, la mobilisation des ressources hydriques non conventionnelles, mais je pense que notre agriculture, d'ailleurs c'est la seule réponse à toutes les crises qu'on a eues, que ce soit le Covid ou la guerre ukrainienne, etc., c'est de continuer à développer une agriculture marocaine rentable, productive et résiliente, et que les projets PPI ont leur rôle, ils sont structurants et peuvent accélérer l'investissement et donc nous faire atteindre cet objectif. Alors je pense à des projets structurants dans ce qu'on appelle, disons, la structuration des circuits de commercialisation de nos produits agricoles au Maroc. Je pense à la gestion des marchés de gros qui ont été inscrits, ou qui a été inscrite en tout cas dans le plan Maroc vert, mais qui a vraiment sa place dans la génération green. Je pense à la gestion des abattoirs. Si on veut recevoir des touristes, il faut une viande certifiée, il faut vendre, etc. Il faut rassurer. Et aussi la gestion de certains souks ruraux, régionaux, importants, qui peuvent être là aussi gérés en partenariat public-privé. Donc, je compte beaucoup sur ce type de projet. Et je crois que c'est un vrai levier pour moderniser les circuits de commercialisation qui sont devenus un besoin pour le consommateur marocain et pour, disons, bien répartir la valeur ajoutée agricole entre le petit agriculteur et réduire un peu les intermédiaires et bien sûr avoir une politique alimentaire en faveur du consommateur marocain. Alors, pour terminer, messieurs, une toute dernière question. Finalement, si vous deviez en un mot nous dire l'avenir des PPP d'ici 2030 au Maroc, en un mot, en une phrase. On commence par qui? Moufid El-Raoui. En tout cas, vous, dans votre domaine d'activité, vous qui représentez effectivement Mazen. Ouais, je vais dire que c'est un avenir lumineux. Je n'ose pas dire venteux, donc je dirais juste lumineux et radieux. Pour moi, les projets à venir sont des projets de telle taille et ils adressent des sujets, que ce soit en termes de technologie, en termes de dimension, en termes de défis, de challenges qui sont très importants. Et ce mode-là sera d'une grande utilité pour les réaliser. Mohamed Benati, Andalousie. Alors, je ne sais pas. Ouais. Donc, je pense que oui, le secteur privé doit contribuer pour accélérer les investissements publics. Donc, à travers les PPP, je pense qu'il y aura une accélération, surtout avec l'entrée en vigueur ou la mise en œuvre des missions de la Commission nationale. Je pense qu'il y aura
une accélération des projets PPP, un impact positif avec des services de qualité, avec des coûts maîtrisés. Allez, Nasser Rajdani. Alors, moi, je pense qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère. La vérité, surtout avec l'attribution de la Coupe du Monde 2030, où il y aura un réel besoin en infrastructure sur les différents secteurs d'activité. Et je ne citerai aucun pour dire il y aura un réel besoin sur vraiment le tout. Donc aujourd'hui, Sedraoui a dit que c'est un avenir plutôt lumineux. Moi, je dirais radieux, lumineux et tous les adjectifs possibles, parce que réellement, le besoin est là. La volonté est là également, et puis charge à nous d'accompagner et d'être main forte à ces porteurs de projets pour essayer de réaliser ensemble toutes ces infrastructures. Voilà. Merci, Moustapha Cher. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, juste pour dire que d'abord, l'État ne peut pas tout faire. Ça a été dit tout à l'heure par Serge Dali. Il y a des restrictions budgétaires. Il ne sait pas tout faire, même si on a une qualité des cadres dans l'administration marocaine, etc. Et le privé a besoin d'être rassuré, peut-être d'être accompagné sur le long terme. Et ce mariage entre le public et privé, plus qu'un partenariat, je dis que vraiment, il a un avenir prometteur et ça peut être un accélérateur des investissements, comme j'ai dit tout à l'heure, pour créer de la croissance pour notre pays. Voilà. Une confiance augmentée donc de la part du privé en termes d'investissement et forcément un partenariat win-win qui va se dessiner, qui va se profiler encore davantage dans les années à venir. Merci beaucoup, messieurs. Mohamed Benati Andalousi, je rappelle que vous êtes chef du service des études et des évaluations au sein de la direction des entreprises publiques et de la privatisation au sein du ministère de l'économie et des finances. Merci encore. À très bientôt. À très bientôt. Abdelnasser Rejdani, merci encore. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes directeur au sein de la Banque de Corporate au Crédit Agricole du Maroc. Un plaisir de vous avoir eu ce soir. Également Mohamed Benati Andalousi. À très bientôt. Plaisir partagé, j'en suis ravi. Moustapha Chehar, à très bientôt également, directeur du domaine vert et directeur du marché agri-agro au groupe Crédit Agricole Maroc. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous les personnes. Voilà. Merci. Et Mofid Adraoui, directeur développement durable des territoires, incubation et partenariat stratégique chez Mazen. Merci beaucoup. Désolé pour les petits couacs techniques, ça arrive. Allez, à du direct. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger et de partager. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à tous. Très bonne soirée. Je rappelle que ce webinaire est bien sûr disponible sur la page YouTube de la Chambre britannique. Très bonne soirée. À bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.